Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième partie pour l'analyse de l'ITS saison 17. Malheureusement, cette fois-ci, Camcor n'a pas pu être présent, mais je continuerai d'être avec Ayadan. Bonsoir. Bonsoir à toi Ayadan. Prêt pour attaquer la suite? Ouais. Nickel. Donc nous reprenons avec cette fois-ci la mission Crossing Line. Une mission assez particulière de ce que je vois au niveau des zones de déploiement. Ouais. Ouais, c'est un- Alors là, pour le coup, je pense qu'on rentre dans un territoire inconnu pour tout le monde. Euh, j'avais bien, C'était pour la campagne d'Edalus Fall. Il y avait bien eu un truc un peu bizarre qui avait été laissé à disposition je crois que c'était la mission 1 ou 2, je sais plus. Mais là, oui, c'est un nouveau territoire, là. Du coup, tu veux quoi? Tu veux que j'explique un peu Alors, dis-moi comment... pour l'instant de ce que tu en penses au niveau de au niveau de cette mission-là. Qu'est-ce que tu penses de Pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est trop inconnu pour toi pour réellement faire quelque chose sur savoir comment ça pourrait s'activer, se faire et se fonctionner que pour l'instant, à Non, l'heure si, actuelle. En fait, moi, je vois globalement trois possibilités. La première, c'est que, en gros, le joueur A a placé des troupes dans sa toute petite zone de déploiement qui est de l'autre côté de la table par rapport à sa vraie zone de déploiement. Et dedans, il y a mis un gros package de rentre dedans qui normalement aurait dû devoir traverser toute la table et qui là va pouvoir aller tout droit avec très peu de distance pour aller faire mal. Euh, il y a quelques armées qui sont particulièrement bien équipées en trucs comme ça, en missiles. Et si ce missile meurt à un moment dans le tour 1, c'est pas si grave tant qu'il meurt pas trop tôt. Et j'ai un peu peur que que ces armées-là, bah, si elles ont le tour 1, elles vont être heureuses. Si elles l'ont pas, ça changera pas spécialement leur vie, sauf si elles tombent sur une autre armée qui est un peu comme elles. Typiquement, un petit Yuching versus armée combinée. Celui qui a le tour 1 va faire très mal à l'autre. Et après, comment ça arrive à se défendre, mais pour moi, la défense est compliquée parce que des deux côtés, ce qui va partir en faire mal est difficile à arrêter. Donc il y a ça. L'autre option, c'est que l'un et l'autre des deux joueurs ne sentent pas trop de mettre des trucs au milieu. Et du coup, à la fin, on aura peut-être une troupe, enfin la troupe de réserve du joueur 2 qui sera dans la zone B, mais pas plus. Et qu'à la limite, on se garde plutôt les zones de déploiement pour pouvoir mettre les paras. Parce que du coup, entre les zones de déploiement, c'est des zones d'exclusion avec seulement les supplantés qui peuvent s'y mettre. Alors du coup, avec Islam, là par contre, on aura un peu plus de liberté parce qu'en gros, c'est deux zones d'exclusion. C'est pour les supplanter, enfin les chasses Bastille aussi d'ailleurs. Ces zones d'exclusion sont en fait un territoire exploitable. Donc Toa, armée combinée chasse Bastille avec Islam et Assassin vont peut-être pouvoir utiliser un peu plus le terrain. Pour les autres armées, je pense que ça va plutôt être ceinture bretelle en défense. Et là, pour le coup, c'est un scénario que le bandit va pas aimer parce qu'il a pas grand-chose à faire valoir par rapport à d'habitude. Là, ce scénario-là, quand vous jouez contre Corregidor, vous êtes plutôt content. Euh, Par contre, quand vous jouez contre Bakunin, vous l'êtes beaucoup moins. Parce que bah, là, il y a tout le problème de franchir à distance pour Bakunin est résolu d'un seul coup. Vous allez pouvoir prendre plein de pitchers et de missiles guidés tout de suite. C'est ça qui est pas mal. Donc ouais. Et par contre, là, je repense, tu vois, par exemple, à Winterfell où les ordres militaires vont pas mal apprécier, je pense,
ce scénario aussi, parce que ou même Aleph, parce que Aleph va pouvoir avoir des répéteurs avancés qu'elle a jamais d'habitude, et la Winterfell et les ordres militaires vont pouvoir avoir une présence en milieu de table un peu plus intéressante que ce qu'elle peut avoir d'habitude si elle est joueur 1. Si elle est joueur 2, je pense qu'il y aura pas grand monde. Enfin voilà. Je Ok, pense que ça d'accord. reballe un peu les cartes, mais moi j'ai très peur de l'armée combinée sur ce scénario. Si elle est joueur 2, ça changera pas spécialement grand chose. Si elle est joueur 1, par contre, ça va être vite l'enfer. Que ce soit Achille ou Nourkias, là il est trop près. C'est trop près. Voilà, disons que le souci en fait avec ces pièces qu'on pourrait dire étant que le plus souvent ces pièces-là ont eu lors des éditions précédentes à devoir traverser leur moitié de table pour enfin arriver à peu près leur bonne portée d'armement. Là, elles sont directement limite à portée de la zone de déploiement principale adverse pour utiliser au maximum leurs compétences. Ouais, c'est-à-dire que elles existaient, elles étaient estimées dominantes dans un moment où elles devaient traverser la table. Là, je sais même pas comment. Je pense que c'est au-delà de la domination, là. C'est Conan le barbare. À nous de le découvrir, à nous de le tester alors. Ouais, on verra, mais moi je suis pas très optimiste. Prochaine mission. Ouais, Donc évacuation qui n'a pas changé. si, Ah, il y a un point qui a changé. C'est que l'operation maintenant, learning. non, enfin oui, il y a ça, et le fait que extraire les HVT ennemis, maintenant ça rapporte un point, avant c'était 2. Et Oh. maintenant il y a 2 classifiques qui rapportent chacun 2 points. Ok, d'accord. Donc ils ont Donc réduit en fait, l'importance. ouais, Ouais. ça vaut mieux faire les classifiés et extraire les civils, c'est plus simple en plus, que d'aller s'embêter à aller chercher les HVT adverses. Ok. Donc toi, c'est ce que Mais tu vois à l'heure actuelle là-dessus. C'est ouais. beaucoup moins de dépenses d'ordre par rapport à l'édition précédente. Et Mm. plus à aller chercher à faire les classifier. Bah, pour moi, enfin pour l'avoir fait quelques fois, c'était aller chercher les HVT adverses, c'était ultra important parce que c'était 2 points chacune. Et en fait, tes spécialistes avaient déjà les bras chargés par les civils qu'ils avaient récupérés en chemin. Et, et c'était parfois un peu trop, quoi. C'est ce qui rendait la mission beaucoup plus intense en termes d'ordre que ce qu'on aurait pu le vouloir. Enfin, en gros, globalement, si à partir du moment où tu dois tuer quelqu'un, tu te mets en retard sur le scénario. Sauf si t'as des troupes ultra mobiles, genre les Vargar ou un truc comme ça, quoi. Le Vargar FO était incroyable pour ce scénario. Euh, mais dès que tu sors du Vargar ou de Bichier, c'est compliqué, quoi. Et là maintenant, en fait, tu peux te dire, bah les HVT ennemis, je suis pas obligé. Je fais mes classifiés, je chope les civils, et ce sera déjà très bien. Je vais gagner 8 points sur les 10. Ah, les 10 points, c'est vraiment si je domine, quoi. Ok, d'accord. Donc une petite modification qui lui permet vraiment de la rendre un peu moins à ce que la faction pour réussir ait besoin d'un énorme pool d'ordre pour pouvoir accomplir et réussir cette mission-là. Ouais, pour moi, là, enfin, le scénario est très raisonnable. On va pouvoir tuer, enfin, on pourra mettre des ordres d'en tuer l'adversaire et on s'en mord pas les doigts. Ok, d'accord. Mission suivante Ouais. avec Hardlock. Eh ben, Hardlock, pour ceux qui ont connu, bah, c'était déjà dans la saison précédente, dans mes souvenirs. Il y avait le scénario Capture and Protect où il fallait piquer la beacon ennemie qui était en bord de zone de déploiement adverse, tout en gardant la nôtre intacte. Et là, bah, en fait, c'est pareil, sauf que il y a des petites consoles maintenant au milieu en plus, et on peut pas piquer la beacon tant qu'on n'a pas activé au moins une console. Du coup, bah, ça fait un petit ralentissement parce que vous n'allez pas pouvoir rusher la console tout de suite, il va falloir activer une console d'abord. Et il y a aussi beaucoup de points en fait sur ces petites consoles parce que
Chacune de ces consoles activées rapporte un point, donc maximum 3. Et si vous en avez activé plus que votre adversaire, vous avez 2 points. Donc avoir 2 consoles sur les 3 par exemple, ça vous rapporte 4 points. Ça rapporte plus que le fait d'avoir contrôlé à chaque round la beacon ennemie. Et en gros, contrôler la beacon ennemie est devenu un peu plus secondaire. Je pense que le scénario tourne beaucoup plus autour des consoles. Et en fait, la beacon, si vous arrivez à la voler, si vous le faites tôt, c'est bien. Mais faut pas oublier que l'essentiel des points est sur les consoles. Voilà. Ok, d'accord. Donc principalement appuyer sur des boutons et au cas où, si on a l'opportunité, aller récupérer la beacon adverse. Ouais, et s'assurer que la nôtre est libre aussi, puisque il y a quand même un point là-dessus, il y a un point de classifié. Les points sont très répartis, ils sont plus concentrés sur les consoles, mais en fait, c'est possible que votre adversaire se construise un petit avantage ailleurs et que même s'il a qu'une seule console, il vous passe devant parce qu'il a construit tout son avantage sur le reste des points à gagner. Donc Ok. voilà. Bah, merci. Mission suivante. Ouais. Avec Last Last Launch. Launch. Ça, c'était un scénario qui était déjà là la saison dernière. Je l'ai jamais joué, mais c'est un scénario qui me paraît assez particulier parce qu'en fait, euh, vous n'allez pas vouloir. Enfin, ça demande énormément d'ordre de pouvoir évacuer une troupe. Et en fait, si vous commencez à faire des évacuations trop tôt, votre adversaire va vous clean parce que ces troupes qui sont évacuées, bah, évidemment, elles sont plus disponibles. Et le pire, c'est que si vous évacuez votre lieutenant, bah, vous serez en perte de lieutenant, vous n'avez pas un chain of command sur place derrière. Donc, pour moi, c'est un scénario où on veut absolument empêcher l'adversaire d'évacuer quelqu'un. Et on veut être le dernier à évacuer quelque chose et le truc qui coûtera le moins cher possible et si possible un spécialiste. Après, il y a des troupes typiquement comme je vais y arriver, les drummers, les nouveaux profils des drummers avec du coup 2 bots qui viennent avec le drummer qui est spécialiste puisque c'est les drummers FO. Je pense que pour le coup, ce genre de troupe à évacuer vaut le coup parce que ça vous évacue 2 spécialistes, ça vous évacue quand même environ 40 points. Donc votre adversaire derrière, il va falloir qu'il évacue un truc. Enfin, pour passer le nombre de spécialistes que vous avez évacués, il va falloir quand même en évacuer un peu, quoi. Et vous avez évacué pas mal de points. Sachant que si le drummer se fait intercepter alors qu'il a réussi à évacuer, eh bien, il compte quand même comme ayant survécu et en même temps été évacué. Donc c'est un scénario un peu bizarre. J'ai jamais joué, du coup j'ai du mal à me rendre compte c'est quoi la dynamique de. Et je pense que ça kill beaucoup. Ça va se battre autour des ID checker. Et à mon avis, dans une game typique, il n'y a pas grand monde qui s'en va. Ok, donc Parce que tu, un scénario. je sais pas qui tu veux évacuer. Faut que tu évacues un truc qui ait pas beaucoup d'impact sur ta partie s'il est plus là. Mhm. Ou alors c'est vraiment à la toute fin, genre tu vois typiquement en ordre militaire, le Santiago lieutenant, il lui reste 5 ordres, il court, il va choper son porte-carte là, il court vers la fusée, il s'évacue, il laisse tous ses bonhommes derrière s'ils sont encore vivants. Ok, donc Et voilà. plus les Mais dernières actions plutôt que d'essayer de se couper sa propre armée et se retirer vraiment des options à soi-même et ouais, attendre vraiment le dernier moment avant de partir. hmm, ouais, Ok, c'est d'accord. pour moi. Et par contre, pour le coup, encore une fois, on en a parlé plusieurs fois, mais les tags, je pense, sont très bons sur ce type de scénar parce que ils peuvent aller gunner pendant que le pilote va aller récupérer l'ADI. Mhm. Et à un moment, ils s'arrangent tous les deux pour se revoir. Et le pilote file son ID au tag en disant bah, tiens, maintenant,
tu peux évacuer quand tu veux, et potentiellement, du coup, le pilote, il va aller faire le tour pour aller récupérer une autre ID ailleurs. Les tags Ok, sont très très forts. ok, ok. De manière générale, en N5 sont très forts parce que la façon dont ça fonctionne avec le pilote, c'est incroyable. Mais je pense que sur des scénarios comme ça, où faut kill et faut faire quand même des objectifs en même temps, ça c'est très très bon. Ok, d'accord, ça marche. Dans ce cas-là, je te propose qu'on attaque la prochaine mission parce que là, à l'heure actuelle, Last Ouais. Launch, on a le problème étant un manque de retour au niveau de l'avoir déjà joué ou de l'avoir assez joué, c'est ça? Ouais, tu l'as déjà joué toi? Jamais. Ouais. Bah, ouais, moi je pense que il faut un mélange de spécial. Enfin, il faut un. C'est un scénario qui va beaucoup récompenser des armées comme. Enfin, des listes comme peuvent le faire l'armée combinée Yushing où t'as quelques gros malabars et des mecs pas chers. Mais après, ce que peut faire Assassin avec des doubles Boktar, je Hmm. pense que c'est très bien aussi parce qu'en fait, au final, tes Boktar, elles vont aller chercher leur ID, elles vont rentrer à la maison. Enfin, vu que ça va très vite, tout ça. Et tour 3, elles sont encore vivantes, elles ont 4 hordes, elles filent dans le last launch, enfin dans la tour de lancement et elles disparaissent toutes les deux. Et là, tu as 100 points qui s'envolent et deux spécialistes, quoi. Enfin, un spécialiste et 100 points. Et là, pour ton adversaire, c'est difficile à concurrencer. Ça, tu as un tiers d'une liste qui est parti, quoi. Pour moi, ouais, après aussi, des troupes comme un Seraph ou. Non, je pense que les Boktar sont meilleurs. Hmm. Les Boktar ou des. euh, Des spécialistes qui auraient une capacité de mouvement augmentée et rapide. Ouais, les femmes chats là, en Rama, j'ai oublié leur nom. Qui ont imité Enhanced là. Pareil, je pense que c'est très bien là-dessus parce que ça va vite. C'est spécialiste, ça rentre, ça sort, c'est dur à tuer et ça vaut beaucoup de points. Ok, d'accord, ça va. Les Namur, c'est ça que tu parles? Ouais, c'est ça, c'était les Namur que je cherchais. Les Namur. Ça marche. Donc du coup, prochaine mission. Ouais. Alors là, on commence à rentrer dans les missions. Donc c'est provisioning, c'est les missions avec plein de trucs en plus qu'il faut penser à poser. Parce que là, vous aviez le trésor en plus à poser de la SVT. Là, maintenant, on va demander de poser une zone sûre, qui est un gabarit circulaire, en dehors de votre zone de déploiement, qui puisse tenir sur la table dans un parterre, là où il y a rien. Faut qu'il y ait rien. Faut pas qu'il y ait de décor, etc. Vous pouvez pas mettre ça sur un toit. Et donc en gros, la zone de déploiement, c'est un quart de disque qui part d'un des coins de la table et votre adversaire sera sur le coin en face. Et la ligne médiane, du coup, c'est la diagonale qui sépare vos deux zones de déploiement. Vous avez trois objectifs qui se répartissent également la diagonale. Enfin, à peu près également, c'est pas exact, mais c'est pas loin. En sachant que chacune de ces beacons accueille une supply box, sauf celle du milieu qui en accueille deux. En gros, c'est un supplies, mais qu'on a tourné vers la diagonale et on a mis les zones de déploiement en quart de disque. Ça fait que faut des troupes qui se déplacent vite. La projection sur ce scénario est ultra importante. Il y a aussi un jeu sur le placement de la safe area, parce que je l'ai joué une fois là cette semaine contre un joueur parisien. Et en fait, lui, il avait pris le pari de mettre sa safe area juste à côté de la mienne. Moi, j'étais premier joueur, lui était deuxième joueur. Il avait dit, je vais la mettre juste à côté de toi parce que je pense que toi, tu vas passer une bonne partie de la partie à récupérer les box et toutes les mettre là. Si moi, j'arrive avec mes Eclipses parce qu'il jouait Toa, je te pique tes box et je les mets chez moi, ce sera tout bénef. Et j'aurais pas passé de temps à faire des jets de volonté, tu l'auras fait pour moi.
Donc, pour moi, je pense que c'était le bon move, c'était une très bonne idée parce que de toute façon, si vous êtes joueur 2, heu, vous avez pas spécialement d'intérêt à aller, prendre les box, sauf si votre adversaire a passé son temps à vous tuer et à rien et à laisser les box disponibles. Mais même comme ça, vous pouvez encore attendre le tour 3 pour les mettre dans la SFRA et elle sera pas très loin, du milieu de table du coup et elle sera pas très loin de la SFRA adverse au passage. Et par contre, ce qui est important, c'est la mobilité. Moi, joueur de militaire avec un Montesa à pied qui avait déploiement avancé, un Montesa à moto, les deux étaient paramédics. Et du coup, en fait, cette mobilité-là, le fait d'être près des objectifs rapidement, ça m'a permis d'extraire les boîtes assez efficacement parce que sinon, si vous partez à pied de chez vous, alors la supply box du centre, elle est pas loin, ça se fait bien. Mais celles sur les côtés, je vous assure que vous allez voir, elles vont vous paraître être à 3 km, parce que c'est le cas. Les paras sont très bons du coup, enfin pas les paras, les combats jump sont très bons aussi du coup parce qu'ils arrivent tout de suite à côté de l'objectif s'il n'est pas visible pour l'adversaire. Une dernière chose, c'est que du coup, la zone de déploiement va être un peu dure à défendre, surtout dans le cadre d'un tournoi où les tables seront essentiellement pensées dans un autre sens d'affrontement. Et vous avez, comment dire? Je pense que ça va être quand même plus dur de partitionner votre zone de déploiement et du coup un para zone de déploiement va peut-être potentiellement plus facilement se faire son trou. Parce que j'ai pas calculé la surface de la zone de déploiement, mais elle doit pas être très loin de celle qu'on a habituellement. Mais par contre, sa configuration va changer beaucoup de choses. Et aussi un truc qui va vous surprendre, mais le fusil sniper, il a un mode de -3 au-delà de 120 cm et vous allez découvrir son existence. C'est pareil, la flash pulse, ça peut tirer à -6 nativement. Et c'est ce genre de zone de déploiement, enfin de situation de table, à vous faire découvrir des portées que vous aviez même pas conscience avant. Là, l'intruder sniper avec son viseur X, il est bien meilleur que d'habitude, hein. Non, Ah, mais réellement, hein, non, non, vraiment, hein, je c'est. crois, j'ai déjà joué cette mission-là et c'est fou comment le 80 cm et ou 32 pouces semble loin. Ah, mais 80 cm, t'as l'impression qu'il faut être. T'as l'impression qu'il faut être en milieu de table pour s'en servir. Là où normalement, c'est une raid Fury que tu utilises. Hmm. Et aussi, la zone de déploiement comme ça, là, en quart de disque, ça va te donner l'impression quand même que c'est difficile de te défendre parce que ton adversaire, il peut juste faire le pas de côté, s'élonger le bord de. Enfin, avancer parallèle à un de ces bords de table et à attraper des lignes de vue que t'as pas d'habitude en affrontement standard parce que tu peux pas te faire contourner, enfin prendre sur le flanc comme ça. Et là, les attaques de flanc, elles arrivent dans tous les sens. Donc c'est très particulier. Je pense que là, ça rejoint un peu le scénario Corp. J'ai oublié le nom là. C'était. Ah oui, Corporate Appropriation. On disait il fallait avoir des troupes qui rentrent et ressortent vite. Last Launch était un peu comme ça aussi. Et du coup, Provisioning va demander un peu la même chose. Pour moi, cette saison ITS, il y a déjà quand même, sur tous les scénarios qu'on a vus, il y en a déjà 3 qui te demandent une énorme mobilité. Enfin, des troupes qui vont ultra vite. Des motards, des tags, des mecs qui move plus esquivent comme des malades, ou du super jump. Et, euh, et pour moi, c'est important que vous y pensiez parce que si vous avez décidé de prendre une armée qui ne bouge qu'à 4-4, vous allez vous mordre les doigts.
C'est un ITS qui va vite. Ok, on commence déjà à voir à peu près au doigt mouillé les factions qui pourraient le plus apprécier là-dessus. Mais avant tout ça, je te proposerai de regarder la dernière mission du pack, à savoir Zone Ouais. of Interest. Bah, en fait, c'est la même configuration de table, mais sur l'autre diagonale, histoire de vraiment exploiter des tables mal faites. Hein, je suis un peu salé là-dessus, mais en fait, là, vous allez très vite vous rendre compte si une table elle était bien faite ou pas en tournoi, parce que une table bien faite, elle est capable de vous permettre de jouer correctement sur un changement de zone de déploiement. Une table mal faite, vous allez avoir envie d'attraper le gars qui a fait cette table et de lui faire des choses qui sont pas légales, quoi. Zone Interest, vous vous souvenez, pour provisioning, il fallait mettre un disque chacun sur table en plus du trésor. Ben là maintenant, on va en mettre trois collectivement. Hein, il y en a un qui en mettra deux et un qui en mettra un, mais on va en mettre trois parce que deux n'était pas suffisant. Donc, en gros, ces 3 disques sont des zones d'intérêt, sachant que le joueur 2 va en mettre 2. Dans mes souvenirs, c'est joueur 2 ou c'est joueur 1? Attends, j'ai un trou. Faut que je retrouve sur. C'est le joueur 1 qui en a Non, c'est le un. joueur 1. C'est le C'est le joueur joueur 1 1. qui place deux zones, dont la zone d'intérêt spécial, elle est encore plus intéressante que les autres, littéralement. Et donc en gros, ces zones sont à contrôler pour gagner des points à la fin de la partie. Il y a un point pour chaque zone qui sera dominée par un joueur. Et à la fin de chaque round, celui qui domine la zone d'intérêt spécial, donc celle placée par le Le joueur premier 1. joueur, gagnera un point d'objectif. Et il y a aussi un point pour avoir activé l'antenne de communication. Donc, en toute logique, normalement, le joueur 1, il va se servir et du coup, la zone d'intérêt spécial sera très proche de sa zone de déploiement. Donc, le joueur 2 va falloir qu'il aime marcher, courir ou rouler avec sa moto. Ou parachuter directement à un para et pas s'emmerder. Il y a ça, et du coup, il y a un truc en plus avec l'antenne de communication, c'est que c'est une antenne, c'est un peu le principe classique, c'est l'antenne, si on la contrôle, on marque un point et il n'y en a qu'un seul qui peut contrôler. Le petit changement, c'est que s'il y a un hacker dans une des zones d'intérêt, enfin un hacker adverse, au moins un, dans une des zones d'intérêt, en fait, il va pouvoir venir vous embêter avec l'activation de l'antenne, parce votre jet de prise de contrôle va être en face à face avec un jet de volonté du hacker qui voudra vous embêter. Mais vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez et rater n'a pas d'autre effet que de vous faire perdre un ordre. Et voilà, c'est tout, c'est le scénario. Il y a de l'Intelcom, donc votre carte classifiée, vous pouvez l'échanger pour avoir un peu plus de points dans les zones à la fin de la partie. Mais voilà, c'est tout. C'est très simple. Il y a des points aussi pour les bagages. Chaque bagage dans une zone d'intérêt met 20 points en plus que ce qui coûte. Du coup, en termes de dynamique, faut à nouveau de la mobilité, surtout si vous êtes joueur 2, parce que si vous êtes joueur 1 encore, vous n'avez pas spécialement besoin de vous embêter plus que ça. Parce que la zone d'intérêt spéciale, si vous êtes un... Enfin, il n'y a aucune raison de la mettre ailleurs que juste à côté de votre zone de déploiement. Là où on peut se poser la question, c'est de mettre la deuxième zone d'intérêt que vous allez placer. Est-ce qu'on la met à côté de la première ou est-ce qu'on la met à l'opposé de la zone de déploiement? Les deux se défendent en fonction. Je pense que c'est en fonction Ça va de comment vraiment. vous le sentez.
C'est ça, ça va vraiment dépendre de comment est la mécanique et tout ceci, de comment l'adversaire aura Mm. posé la zone principale, de est-ce que je les pose directement à l'heure exacte opposée, au maximum opposé, pour éviter qu'ils puissent les avoir facilement et que moi je puisse les avoir un peu plus tranquillement. Ouais. Par contre, pour le joueur B, il y a une question qui se pose de pas foutre carrément sa zone d'intérêt à côté de la zone spéciale. Oh, Parce que bah oui, mais parce que en fait, de toute façon, tu vas devoir aller en face. Donc, quitte à y aller, autant s'économiser. Enfin, voilà quoi. C'est une question à se poser en tant que joueur 2. Est-ce que je me garde juste ma petite zone où je mets un petit mec au risque qu'il se fasse remplacer s'il y a un para qui arrive tour 3 là et que je suis pas prêt? Ou est-ce que je mets tout là-bas et comme ça, c'est moi qui peux remplacer si je me suis gardé un para ou si j'ai une Alpha Strike de malade. Enfin, pas une Alpha Strike du coup, mais un dernier assaut qui va tout rafler. Pour moi, les questions se posent plus côté joueur 2 que côté joueur 1. Après, si on est un petit peu taquin, on peut mettre une des zones, enfin pas la zone d'intérêt spéciale, mais une autre zone d'intérêt chez joueur B pour parce qu'on a envie de finir chez lui, quoi. Mais voilà. Mais ça reste un scénario pour moi qui demande énormément de mobilité, de la grosse force de frappe parce que là c'est de la poutre, hein, on va pas se mentir, et de la force de frappe à longue portée. Voilà. C'est. ben Par contre, c'est déjà et des beaucoup. hackers. Avoir des hackers, c'est pas mal. Parce que du coup, vous allez pouvoir embêter le joueur 2. Parce que là, pour le coup, en tout cas, tour 1, je pense que. Enfin, ronde 1, je pense que l'antenne de communication, elle est assez facilement pour le joueur 2, difficilement pour le joueur 1. Et du coup, je pense qu'avoir quelques bons hackers peut vous aider. Du coup, il y a des armées qui vont être assez désavantagées de ce côté-là, mais enfin, je pense que c'est pas critique. C'est que un point par round, ça, enfin, votre capacité à kill va dicter si vous êtes capable d'avoir ces points-là ou pas, globalement. Ok, d'accord. Donc un petit mélange de capture de zone de kill qui va vraiment favoriser. Ouais, je vois un peu le chose. À tester. Ouais, À tester ouais, mais surtout ouais. avec la grosse particularité de la zone de déploiement qui est inversée par rapport à Provisoring. Donc c'est-à-dire que là c'est réellement un challenge supplémentaire aux personnes qui créent les maps pour un tournoi. Ouais. Ouais, c'est là pour le coup, on a, enfin, on n'en a pas vraiment mis nous de ligne guide sur comment construire des tables. Bon, j'en ai déjà parlé, mais si vous n'êtes pas familier avec ce Nous que je dis sur la construction de tables, ça vous parlera pas. et Mais enfin ouais, c'est important de faire bien attention à ce que tout le monde, absolument tout le monde, puisse s'amuser sur une table. Si vous êtes joueur panocéanien, laisser des grands couloirs, ça peut vous revenir dans la figure. Donc vous avez à faire une table équilibrée, c'est important. mais nous verrons ça sur une prochaine vidéo qui est Ouais, prévue à l'heure actuelle avec beaucoup de personnes pour essayer au maximum pour toutes les personnes qui veulent commencer et ou s'améliorer de la manière de faire des jolies tables. ouais, Et ce fut la dernière mission du pack. Après, nous avons toujours les missions ITS Direct Action, avec juste la superiority qui a changé avec l'intégration du Operational Landing. Sinon, elles sont techniquement à peu près les mêmes. Ce sont des missions juste un peu plus simples, sans objectifs classifiés, sans tactical support, juste vous les prenez, vous jouez avec et vous vous entraînez avec pour essayer d'apprendre au mieux le jeu. Pas besoin d'aller dans les missions les plus complexes de l'ITS. Donc, tapez. voilà, taper et ou contrôler, mais plus taper que contrôler. À vous de choisir là-dessus. C'est d'excellentes missions pour commencer à apprendre le jeu et à apprendre comment jouer dessus. Bon,
Je crois qu'on a vu toutes les missions. Hmm. Et maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a pu entendre au niveau de la communauté FR de ce qui est sorti à l'heure actuelle? Pour l'instant, la communauté FR est à peu près sur la même chose que ce que vous avez dit dans la partie 1 de la vidéo au niveau de la Sacha. Hmm. Certains apprécient les nouveaux, certains apprécient le grand changement qu'il y a eu au niveau des scénarios, le gros déblayage qui s'est arrivé. Plus certains ont apprécié l'arrivée du scénario asymétrique. Ouais. Disons que cette saison, pour l'instant, à l'heure actuelle, au niveau de son début, fait un petit peu, comme d'habitude, un 50-50, mais mieux que la précédente. À voir maintenant ce qu'elle va devenir à la suite. Toi, qu'est-ce que t'en as entendu de ton côté? Ah, j'ai pas eu trop le temps de regarder ce qu'il disait parce que il y a trop de messages qui sont arrivés d'un coup et moi j'avais pas le temps d'en regarder. Mais je suis un peu plus que pour l'instant, je suis un peu plus que 50-50. Bon, là, Sacha, on a déjà dit ce qu'on avait à dire. Le moi, j'aime bien le fait qu'il soit enfin décidé à inclure un scénario asymétrique. Surtout que, pour le coup, je pense pas. Je pense que c'est. Euh, il a beau être asymétrique, les chances de gagner de prime abord me paraissent à 50-50. Mais en fonction des match-up, donc de quelle armée sera contre quelle armée, là par contre il y aura peut-être un gros différentiel. Il y a des armées qui sont très bonnes pour mettre de la défense pas chère, donc en tant que défenseur, voilà. Et il y a d'autres armées qui sont très bonnes pour les smash, taper prendre la data pack en ayant rien à faire de l'inhibiteur, repartir et se fortifier derrière. Du coup, en fait, ça va plus être des histoires de match-up que un scénario qui favorise tel ou tel joueur. Pour le coup, je trouve il est bien fait. C'est plus après les factions et les choix d'unités qui vont potentiellement amener un déséquilibre. Ok, d'accord, je vois là-dessus. Mais en parlant de factions et un petit peu au doigt mouillé de ce que tu as vu et de ce qu'on a vu au niveau des scénarios, d'après toi, quelles seraient les factions qui auraient le plus à gagner sur cette nouvelle saison et celles qui auraient le plus à perdre? Entre parenthèses, gagner et perdre serait vraiment à Mm. mettre avec des guillemets car d'habitude, on connaît tous le jeu, c'est pas réellement la faction qui fait la partie. Mm. Euh, pour moi, enfin, la Panocéanie de manière générale, enfin les quatre armées disponibles en Panocéanie actuellement ont chacune des choses différentes à gagner et aucune n'est mal placée pour la saison actuelle. Les ordres militaires sont très mobiles, ont un bon jeu. Enfin, pour Crossing Line, je pense qu'ils ont pas mal de choses à faire valoir. Euh, ils sont ils ont de très bons paras, donc pour les deux derniers scénarios qu'on a vus, ils se valent bien. Pour Last Launch, ils ont largement des troupes intéressantes pour ça. Pour moi, ouais, il y a la Panocéanie de manière générale est plutôt bien placée. Après, c'est les choix de troupes qui vont dicter si vous avez fait une bonne liste ou pas pour la saison. Euh, pour moi, la Yuxing, je dirais que le service impérial est peut-être un petit peu derrière les autres. Mais pour les autres, ça va, je pense. Bah, la White Banner avec son spam de Goudan, par exemple, enfin, il y a plein de troupes pas chères à mettre pour défendre les zones au milieu. Il y a une grosse agression disponible.
pas de souci. Par contre, bon, bah, Ariadna, on n'en parlera pas. Euh, Quoique pourtant, Ariana, avec la règle de Operational Learning et l'arrêt des bonus de hacker, peut lui donner ce rôle à jouer. Ouais, non, mais ça s'arrête pas là. Il y a tout, il y a tout le fait qu'il soit vraiment à la ramasse. Le combat à longue portée, sur les deux derniers scénars, ils y sont pas du tout, hein, comparé à Kislam, par exemple, ou Pano, enfin, voilà. À la limite, tu es Ariadna avec le profil de Sacha avec un disco ball, enfin un disco baller, a peut-être le droit d'essayer de lever la main. Mais pour moi, Cosmoflot et Tartari. En gros, lever la main surtout parce que c'est concentré sur un seul profil au niveau de, enfin, pour au niveau d'Ariana, avoir la capacité de réellement couper toutes les lignes de vue. Ben, en fait, tu vois, le problème, c'est que là, quand je vois les scénarios, la Tartari sur l'ITS précédent avait des choses à dire parce que c'était des scénarios relativement simples. Euh, et, euh, et du coup, enfin, les objectifs étaient clairs, ils étaient généralement libres d'une zone d'exclusion. Toute la partie était centrée dessus et les prendre rapidement pouvait s'avérer intéressant. Là, j'ai l'impression que ils auront pas la mobilité pour sur leurs spécialistes pour concurrencer. Et leurs spécialistes rapides sont très fragiles, sauf quand tu prends le tag, mais le tag il est limité en termes de disponibilité, c'est que la généraliste et la Cosmoflot. Et même lui a ses limites. Après, je peux me tromper, hein, mais dans l'ensemble, je suis pas très confiant pour Ariadna. Ok. Après, entre les mains d'un bon joueur, ça veut rien dire parce que moi, si je joue Ariadna contre un débutant, bon bah oui, je vais gagner, mais Mais dans contre un l'ensemble, vétéran cœur. je suis pas ultra confiant pour eux malheureusement, Mm. parce que ça, ouais, en fait, ils sont trop sur tel que je les vois jouer. Je m'imagine leur gameplay idéal actuellement. Ça marche bien pour Bipong. Ça peut marcher pour. Ça peut peut-être marcher pour Critical Learning en faisant une défense avancée. Ouais. Enfin, pas Critical Learning, Crossing Lines. Et pour Critical. C'est comment Intervention. Je pense qu'en défense, ils ont des choses à faire valoir aussi. En attaque, j'y crois moins parce que aller traverser toute la zone d'exclusion pour aller désactiver l'inhibiteur, parce qu'ils n'ont pas une grosse volonté au final. Les Arianais, ils sont à 13, très rarement 14. Ils ont besoin de désactiver l'inhibiteur, mais faire désactiver l'inhibiteur, puis ensuite emmener un mec récupérer le data pack. Et ce mec-là sera très certainement assez fragile et pourra pas se remettre en état camo. Ouais, je pense que c'est un peu trop dur pour eux. Sinon, Après, Akislam, voilà, bah après, Assassin. Hmm. vas-y. Bon, moi je vais plutôt partir sur les armées qui vont avoir du mal. Mhm. Parce qu'après, là, Bakunin sera très. Armée combinée et Bakunin seront très forts. Voilà. ok. Et après les autres, c'est à voir. Et je pense qu'Assassin a largement de quoi se défendre. Rama aussi. Ok. Euh, Après, pour l'instant, ça serait principalement les factions qui auraient eu le plus de facilité de s'en sortir. Je dirais aussi la JSA avec sa euh, mobilité. bah, Plutôt dans le terme généraliste JSA, donc ça serait plus la Oban de par ses troupes avec les super jumps et ou la Shiden Butai qui a quelques troupes qui peuvent lui permettre de se pousser un peu plus loin avec des ordres de NCO. Malgré le fait en fait comme quoi le plus souvent les
les zones de déploiement diagonales risquent peut-être de leur poser problème, mais les zones de déploiement avec des capacités de se déployer à l'intérieur et ou devant l'adversaire pourraient grandement les favoriser sur aller directement dans la mêlée adverse. Bah, économiser une moitié de mouvement avant d'aller dans la zone adverse. Ah, c'est. Je mettrais plus. Je parierais quand même un peu plus sur la généraliste et Oban que sur la Shinden Butai pour le coup. Mm. Parce que Oban a accès à l'Oyoroi qui est très bon, je trouve, pour cette saison. T'as le Yuan Yuan aussi. Enfin, tu vois, t'as des motos, t'as Yojimbo, t'as quand même des très bonnes motos. T'as quand même des troupes très très solides aussi, ce qui va être important. Et la généraliste, je pense qu'elle est très bien aussi parce que t'as à la fois les ordres et la mobilité. Et je pense que la généraliste est très bien également, ouais. Mais après, le truc, c'est que ça reste, enfin, c'est quand même très fragile. À part les Karakuri, dans l'ensemble, c'est assez fragile comparé à ce que tu peux trouver en Akislam ou en Yushing, par exemple. Donc, Donc à voir, mais à voir, voilà, à voir à pour voir. l'instant, Je ça se... me, je me prononce pas plus que ça. Ok, d'accord. Ben, on a vu à peu près les factions qui peuvent avancer, qui ne peuvent pas avancer. Au niveau des choses, c'est vraiment du déploiement rapide, des actions rapides, des résistants et une Euh, maîtrise d'assez longue portée au cas où pour les déploiements en diagonale. Ouais. Côté O12, je pense qu'ils sont quand même bien dans l'ensemble, par exemple, tu vois aussi. Mm. Peut-être moins la Torchlight, je sais pas trop. J'aurais du mal à me décider sur la Torchlight, mais la Starmada et l'O12 Généraliste, je me fais pas trop d'inquiétude. Non, ça devrait aller pour eux. J'ai confiance avec leur trophée là-dessus. Bon, ben, je crois qu'on a vu à peu près tout. Il nous resterait encore Aleph et Toa, mais Aleph Non, Aleph, non. Toa trop devoir trop se Toa, déplacer. j'y crois plus. En fait, Toa, le souci, c'est de prendre des bonnes troupes et de faire les bonnes choses dans le bon ordre. C'est ça. Mais enfin, la N5 leur a quand même redonné un sacré coup de polish. Je sais que, enfin, en tout cas côté français, ça a pas trop regardé ce qui avait changé côté Toa, mais il y a vraiment des trucs incroyables. Et Mhm. pour le coup, les deux derniers types de zones de déploiement là en disque leur va très bien parce qu'en fait, ils ont vite fait de bloquer les points de passage qui pourraient permettre d'attraper à courte distance les guns longue portée. Et en fait, au final, je pense que ils sont très bien. Mais par contre, c'est une armée qui est un peu délicate à jouer, quoi. Mais moi, je pense qu'ils sont très bons. Et Enfin, toi, ils non. sont pas exceptionnels, mais Mais ils il auront y leur rôle a, à jouer. y a pas de honte à. Y a pas, tu prends pas toi en te disant je vais perdre, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Bon, ben, je crois qu'on aura vu pas mal de choses sur cette dernière saison. Merci. Ah, de rien. Petit message à nos personnes qui nous écoutent. Où est-ce qu'on aurait la possibilité de t'affronter? Bah, essentiellement sur Paris, parce que bah, c'est là où j'habite, donc voilà. Après, ça m'arrive d'aller ailleurs pour des tournois. Je suis déjà allé en Belgique plusieurs fois, par exemple, donc Ainor et Rincelias me connaissent bien. Mhm. Euh, Est-ce donc que après, tu ça es... dépend de mon emploi du temps, mais ça m'arrive de me déplacer. Je suis même allé à Montpellier pour faire un tournoi. On était quatre au final. Donc, Question, est-ce que tu es dans une association particulière pour faire les parties ou c'est plutôt en mode freelance? euh, j'essaye de limiter le nombre d'associations dans lesquelles je suis parce que ça finit par coûter cher. Mais du coup, je suis dans plusieurs. Je suis à la ludothèque de Boulogne-Billancourt. Je suis à Championnet Figurines qui est du coup au nord-est de Paris.
J'essaye de ne pas avoir à m'inscrire, même si j'y vais souvent, à Sartrouville. C'est pas que je veux pas m'inscrire, c'est qu'à la fin, budget inscription, il commence à avoir, un certain nombre de zéros et bon, ça fait cher, quoi. Ben, que d'endroits où te trouver, où t'affronter et peut-être te donner tort sur cette saison. Néanmoins, Ah bah, je demande que ça, hein, de pouvoir changer mon avis et et apprendre. d'apprendre, J'adore apprendre. c'est surtout ça. Et merci à toi d'avoir partagé Ah avec non. nous. En tout cas, je te dis à une prochaine, à Ouais, bientôt. salut. Et ne vous inquiétez pas, très chers spectateurs, Ayadan risque de revenir plus tard. À tout Ah, bientôt. Ciao, salut. ciao. Ciao. Si vous avez apprécié ces vidéos, de vous abonner, partager et liker la vidéo. Ciao, ciao.